Alors, je m'appelle Roger Hachi, j'ai été invité à la conférence d'alternative sur le panel de Copenhague à Cancun pour parler du développement d'un mouvement pour la justice climatique. Qu'est-ce qu'on entend par la justice climatique? C'est lier la question du réchauffement climatique, donc de la survie écologique de la planète, à la question de la justice sociale. Donc ce n'est non pas une opposition entre l'un et l'autre, c'est au contraire la tentative de lier justice sociale et justice écologique, on appelle ça le mouvement pour la justice climatique. Et l'objectif, c'est de mobiliser les mouvements sociaux, altermondialistes, écologiques, mouvements de femmes, mouvements progressistes, mouvements syndicaux, etc., dans ce type de mouvement-là. Alors pourquoi Cancun est important? Parce que Cancun va être une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors on sait que Copenhague a été un échec. Et la plupart des gens s'attendent à ce que Cancun soit un échec. Alors que peuvent faire les mouvements sociaux? Ce que les mouvements sociaux, surtout d'Amérique latine, pensent, c'est qu'il faut montrer à cette conférence-là que la volonté de changer les choses est prise en main par les mouvements sociaux. Et comme il y aura des gouvernements, notamment Venezuela, Bolivie, etc., qui vont faire des propositions pour un Kyoto plus, c'est-à-dire encore plus fort que Kyoto, les mouvements sociaux seront là pour dire voilà l'opinion des peuples, voilà l'opinion des mouvements sociaux, voilà l'opinion des gens qui subissent les changements climatiques. Alors, ce qui est particulièrement intéressant depuis quelque temps, c'est le niveau de mobilisation ici même au Québec. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux au Québec, mais l'unité de ces divers mouvements sociaux dans un mouvement de justice climatique, le slogan, l'appel est lancé. Et l'organisation qui l'a lancé, c'est Alternative. Et Alternative, ayant des contacts avec le mouvement syndical, notamment la CSN, ayant des contacts avec les partis politiques comme Québec solidaire, ayant contact avec des revues progressistes comme Nouveau Quai du socialisme, est en train de jouer un rôle clé pour réseauter ces mouvements-là, pour réseauter ces groupes-là et faire en sorte qu'effectivement le Québec devient un lieu clé où l'on commence à voir le développement de ce mouvement pour la justice climatique qui touchera non seulement des organisations, mais surtout les gens engagés dans la lutte, les gens engagés dans le mouvement. Et je voulais juste amener l'idée qu'une des façons de réduire les effets de gaz à effet de serre et que les écologistes n'en parlent jamais, c'est de devenir végétarien. Je ne pense pas vraiment que le capitalisme vert ou la social-démocratie verte serait une alternative, d'après moi, car on le voit, ça ne remplace pas. Le moteur de l'économie actuellement, c'est la Chine, c'est l'Inde, et ils copient notre système. Ça ne remplace pas vraiment. Et si l'Allemagne fait mieux que les autres, elle produit aussi des grosses voitures, et ainsi de suite. Donc, ma question, en fait, j'aimerais vous entendre sur la stratégie de criminalisation des mouvements sociaux, parce qu'on parle que l'heure est à se rassembler, à renforcer le mouvement social, mais partout dans le monde, on voit qu'il y a une judiciarisation finalement de la résistance. On l'a vu encore à Toronto il n'y a pas très longtemps. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur ce frein-là, en fait, qui empêche aussi la liberté d'expression. Je trouve que c'est quelque chose qui ne ressort pas, puis qui met un frein au mouvement social aussi de la résistance pour la justice climatique. Donc, de voir s'il y a une stratégie qui pourrait nous éviter de confronter toujours, en fait, cette même stratégie-là de bloquer et de criminaliser. Je pense qu'il est important aussi de se poser la question, une question toute bête, du rapport de l'homme à la nature, du rapport de qui sommes-nous, du rapport aussi pourquoi nous sommes sur Terre. Et je pense que également la crise qu'on a, la crise climatique, c'est aussi une crise culturelle. Une crise dans laquelle on est prêt à détruire des forêts dont on connaît l'importance pour la planète pour faire du papier toilette. On est prêt à tuer pour du pétrole. Donc je pense que la crise est beaucoup plus profonde, c'est une crise culturelle, une crise où on a complètement inversé les valeurs. Nos pratiques sont beaucoup basées dans notre système capitaliste sur l'argent. On voit les limites du système craquer de partout là, ces dernières années, encore plus qu'avant. Quelle est la place dans les propositions, dans les mouvements, dans les alternatives aux questions de monnaie libre, à toutes les alternatives d'échange à l'argent qu'on utilise comme étant le seul moyen réel d'échange dans tout ce qui n'est pas, on va dire, amical et émotionnel? Quelle est la place donc d'alternative à cet argent unique pour les solutions proposées? Merci.
Merci. Donc, on va recommencer peut-être dans l'ordre de présentation. Vous avez maximum 2 minutes 37 secondes chaque. 37 ? Oui. Alors, bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les interventions qui ont été très intéressantes. Donc, pour moi, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, si on ne brise pas le moteur du développement capitaliste, on ne pourra pas ni stopper les changements climatiques, ni tenter de trouver un moyen de sortir de la catastrophe écologique qui s'annonce et qui vient vite. Deuxième point, les socialistes de la première vague, en gros ceux du XXe siècle, ont échoué tant au niveau de la justice sociale que de la justice climatique. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont confondu nationalisation et socialisation. Le socialisme, c'est la socialisation des moyens de production, c'est le contrôle par la société, par les producteurs, par les consommateurs, et non pas l'étatisation. Donc, refonder ce concept-là sur l'autogestion, la démocratie participative, le contrôle par la société, par les gens, de tout le mouvement économique et politique. Troisième idée, et là j'embarque sur Cochabamba, c'est l'importance cruciale d'unir tous les mouvements sociaux qui prônent le changement social. Voilà. Que ce soit le mouvement ouvrier, que ce soit les nouveaux mouvements sociaux, les unir dans une stratégie commune de transformation de la société, qui pour moi est entre autres le mouvement pour la justice climatique. Une des choses qui, moi, me semble tout à fait importante, et ça a été soulevé dans une des dernières interventions, c'est la dimension culturelle. Le capitalisme nous traverse le corps et la tête depuis très longtemps, et il est vrai que le modèle qui nous est imposé depuis très longtemps, c'est celui de l'homo economicus, c'est-à-dire maximisation de ses satisfactions en négligeant tout ce qui est de l'ordre de la régénération. Et ça me semble extrêmement important parce que on confond dans les sociétés libérales ce qui est de l'ordre de la liberté avec la liberté de faire tout et n'importe quoi. Et je vous dirais qu'au Québec, ça s'adresse à bon nombre de domaines. Vous savez que c'est la seule société au monde qui, par exemple, considère que la conjointe de la femme lesbienne qui a un enfant est appelée le père dans la loi québécoise. Vous savez, il y a actuellement un mélange des genres qui fait tout à fait l'affaire du capitalisme. Et plusieurs considèrent que le capitalisme est à son apogée. Mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Nous savons que c'est une forme historique. Nous ne savons pas si elle est finie ou pas. Et la dimension culturelle est extrêmement importante et elle est beaucoup trop négligée. La seule idée que je voudrais reprendre, qui a déjà été présente beaucoup dans les discussions, mais qui est revenue là dans les questions, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur des questions qui sont des questions structurelles lourdes dans les sociétés. Je donne deux exemples. La question de la crise urbaine est en particulier importante pour vous ici en Amérique du Nord, parce que c'est tout un modèle de vie qui se pose, qui est à la fois une question économique, une question d'intérêt économique absolument gigantesque, mais aussi de vie quotidienne. Il y a des choses dont on est sûr et qu'on sait. Par exemple, là, c'est pas une attaque contre les Nord-Américains, mais que le modèle urbain nord-américain est inexportable, et même pour vous, Nord-Américains, n'est pas tenable. Bon, il vous coûte déjà beaucoup de temps et d'énergie en transport, en embouteillage, etc., mais il est consommateur en gaz à effet de serre de façon énorme, et on ne voit pas comment, en gardant cette espèce d'étalement urbain, on pourrait amener facilement des réponses. Par exemple, le transport public est très difficile dans des villes aussi étalées que beaucoup des villes nord-américaines. Bon, alors dans les villes denses, les villes italiennes, chinoises, arabes, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors après, il faut faire le métro, ça pose des problèmes. Enfin bon, la densité permet de penser un réseau de transport public. Donc, ça, c'est un exemple de transformation. Il y en a toute une série d'autres, dans la façon dont nous aurons de consommer. Par exemple, la surconsommation de viande pose toute une série de problèmes si toute la population du monde avait des consommations comparables à celles des Argentins, par exemple. La planète aurait de grosses difficultés. On voit bien à quel point, on sait tous qu'il faudra changer les modes de consommation, consommer des choses produites localement, ne pas acheter des choses qui ont fait 3 fois le tour de la Terre, et qu'évidemment la surconsommation de viande pose des problèmes absolument terribles que je ne vais pas reprendre. Est-ce que tout le monde deviendra végétarien? Bon, ce sera peut-être plus difficile que de transformer les villes, mais en tout cas, ça fait partie des débats que nous aurons à affronter. Je vous remercie. Donc il y a des transformations de ce type, mais derrière ça, ce qui est intéressant, c'est de considérer que, comme toute crise, c'est un moment à la fois de difficulté, mais en même temps d'opportunité pour changer. Et que derrière la crise climatique, l'idée c'est qu'il y aura des gagnants et des perdants, beaucoup de perdants, mais que ces perdants-là peuvent
peuvent pouvoir saisir ça pour imposer des solutions différentes. Ce n'est pas la même chose d'avoir l'idée, par exemple, d'un libre marché du carbone avec un marché complètement dérégulé, où là, évidemment, beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi, leurs moyens de subsistance, ou un modèle où, en commun, on décide à la fois de transformer nos modes de consommation, mais en même temps nos modèles urbains, pour reprendre cet exemple-là. C'est toutes ces questions-là qui nous paraissent importantes de discuter avec l'idée que ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, et ça commence à se jouer, c'est reprendre ces débats-là. La question urbaine est très peu discutée. Alors je sais que bon, il y a tout un mouvement Right to the City qui existe, mais qui, voilà, c'est comment prendre sérieusement ces questions.